C'est ainsi que le complot de Raspoutine arrive. Début décembre 2016, Raspoutine boit plus que jamais. Il ne se sent pas bien, dira-t-il. Il a comme un mauvais pressentiment. Ça va lui faire écrire une drôle de lettre au couple impérial, qu'on pourrait qualifier de prémonitoire. D'autres sources pressentent qu'elle aurait plutôt été adressée au secrétaire du tsar, mais peu importe, ils en auraient connaissance, je vous le dis. Je sens qu'avant le 1er janvier, je ne serai plus de ce monde. Je voudrais faire savoir au peuple russe, à papa et à la mère des Russes, aux enfants, à la terre de Russie, ce qu'ils doivent savoir. Si je suis tué par des assassins communs, et en particulier par mes frères paysans, toi, tsar de Russie, ne crains rien. Demeure sur ton trône et gouverne. Tu n'auras rien à redouter pour tes enfants, qui régneront durant des siècles sur la Russie. Et si je suis mise à mort par des boyards ou des nobles, et s'ils font couler mon sang, leurs mains demeureront à jamais souillées et durant 25 ans. Ils ne parviendront pas à le faire disparaître et quitteront la Russie. Voilà ce qu'il écrit. Les frères tueront les frères. Ils se haïront l'un l'autre et durant 25 ans, il n'y aura plus de nobles dans ce pays. Tsar de Russie, si tu entends le glas t'avertir que Grigori a été tué, sache ceci, si ce sont tes parents qui ont préparé ma mort, alors aucun membre de ta famille, c'est-à-dire aucun de tes enfants ou de tes petits-enfants ne survivra plus de 2 ans. Ils seront tués par le peuple russe. Voilà ce qu'il écrit. Il y a un prince richissime et c'est très beau, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle le prince Félix Yusupov. Il a un très beau palais sur les bords de la Neva. Il est le neveu par alliance du tsar. Il a rallié quant à lui le grand-duc Dimitri, qui en veut beaucoup à Raspoutine, et c'est tout un panel de notables qui commencent à comploter, dont un médecin, un officier et un député. Ceux-là ont décidé d'éliminer une bonne fois pour toutes le criminel libidineux qu'est Raspoutine. Eh bien, il décide, avec ses amis, que dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, on passera à l'action. Raspoutine va être convié cette nuit-là au palais Yusupov. Pour l'attirer, le prince Félix Yusupov lui a annoncé qu'il venait lui présenter sa femme, la délicieuse princesse Irina, très jolie. Voilà ce que je vais vous rappeler, c'est la version relatée par le prince Yusupov, qui va donc le recevoir dans son palais sur les bords de la Neva. Il a écrit ce qui s'était passé, où il est participant évidemment, dans un livre Confession, publié en 1927, alors qu'il se trouve à Londres. Un peu avant minuit, donc ce prince Yusupov en personne va se présenter au domicile de Raspoutine. Comme chauffeur, c'est le médecin complotiste, le docteur Lazover, qui conduit la voiture. C'est lui qui a fourni le cyanure de potassium qu'on va intégrer dans les mets qui seront servis à Raspoutine. Arrivé au palais, on installe confortablement Raspoutine dans les sous-sols du palais, dans la petite salon qui a été aménagée avec faste. Le prince est un peu crispé. Il lui annonce que sa femme ne va pas tarder, mais qu'il faut attendre encore un peu. Et pour le faire patienter, il lui offre un premier biscuit, emprisonné au cyanure. Et contre toute attente, Raspoutine décline. Bah oui, Raspoutine n'aime pas les trucs sucrés, il n'aime pas les gâteaux. Bon, le prince commence à suer. Son plan commence plutôt mal. Il n'a pas le temps de dire ouf que son invité change d'avis et commence à se ruer sur l'assiette de gâteau et il se les engloutit bien comme il faut. Puis il demande un petit verre de vin aussi. Et puis on en amène 1, puis 2, puis 3. C'est du madère, il adore ça. Sauf que les bords du verre, c'est du cyanure. Et il engloutit, et il boit, et le temps passe, il se sent guetté, donc il va demander à son interlocuteur de lui jouer un petit air de Zigal, parce que le prince joue bien, et puis qu'il a vu qu'il y avait une guitare dans la pièce, allons-y, et le prince, qui commence à se demander ce qui se passe, qu'il doit tomber reine mort, avec tout ce qui s'est enfilé comme cyanure, bah, pas du tout, il lui gratouille un petit air de guitare, bon, et il se passe toujours rien. Vers 2h30 du matin, le prince est dans ses petits souliers. Il lui dit, écoutez, je vous laisse là 2 minutes, je vais voir ce que fait ma femme, elle descend pas, là, Irina, je vais aller voir. En fait, Irina n'est pas là, d'ailleurs, elle est au crime, je crois, à ce moment-là. Donc il va revoir les complotistes, ils vont dire, ça se passe mal, hein, il se passe rien. Les autres sont bouleversés, comment on va faire? Il faut en finir, on va lui tirer dessus, tiens, il réchappera pas. Et Yusupov déclare, c'est chez moi, donc j'exécute. Et tout le monde descend l'escalier, il y en a 3 qui ont décidé de l'exécuter, qui sont armés d'un revolver. Raspoutine a la tête inclinée, il n'a pas l'air d'aller bien, il commence à avoir des douleurs à la poitrine, il dit qu'il n'est pas dans son assiette, tu penses. Yusupov lui désigne alors le crucifix cristallé d'argent, et à ce moment-là, Raspoutine a relevé la tête, il regarde, et il a dû télépathie. Il a compris qu'on allait le tuer. Et c'est là qu'il va recevoir une première balle, tirée par le prince. Il est touché à bout portant la poitrine, il s'effondre sur le sol, il pousse un cri de dément. Et hop, plus rien, tout le monde croit qu'il est mort. On s'approche du corps, et compte de l'horreur, voilà que le supposé défunt se relève de ses mains puissantes, tente d'étrangler Yusupov, qui se dit, ça y est, ça va pas du tout. Donc panique à bord, les coups de feu éclatent un peu partout, il reçoit finalement la balle fatale, qui sera vraisemblablement tirée par le grand-duc primitif, juste en plein front.
De grosses gouttes de sang s'écoulent sur le sol. Chacun est persuadé cette fois que c'en est fini, et que nenni, puisque Raspoutine se relève, après avoir ouvert un œil. Mais en ouvrant l'œil, il croise le regard de Yusupov, qui dira plus tard qu'il a vu de drôles d'yeux. Ceux-là étaient verts, ils n'étaient plus gris. Et il a eu l'impression de voir les yeux de Satan. En tout cas, c'en est trop, ce sera la curée. Tous les comploteurs vont se jeter sur lui, le frapper à coups de crosse et à coups de pied. Il aurait même été frappé violemment, soi-disant au bas-ventre, par une matraque de plomb de 2 kilos. Et en tout cas, il en ressort avec le crâne défoncé, un œil sorti de son orbite, des plaies multiples. Voilà, vous avez la photo. Donc, vous voyez bien qu'il a une balle dans le front et qu'il est très tuméfié. Alors, il y a une autre version qui dit qu'après avoir reçu une volée de balles, il serait levé d'un bond, il aurait monté l'escalier, et puis après avoir poussé un hurlement terrible, il serait précipité sur Yusupov en sifflant comme un serpent. Son nom, Yusupov, mais en sifflant. Le prince aurait été pris d'une terreur indicible, il serait écarté de son chemin. Raspoutine serait à ce moment-là sorti, aurait quitté la pièce, aurait monté l'escalier, et c'est dehors qu'on l'aurait exécuté. Il serait fongé dans la neige après près de mort. Il va y avoir un nombre important de versions de la fin de Raspoutine. Laquelle est la bonne? Qui dira que c'est un agent des services secrets britanniques qui l'aurait fait assassiner, enfin qui l'aurait assassiné. Alors pourquoi? Parce que Raspoutine aurait exhorté le tsar à faire une espèce séparée avec l'Allemagne. Et l'ennemi aurait eu alors le beau jeu, l'Allemagne, de concentrer ses troupes sur le front occidental, donc les Anglais auraient pris. Donc ils voulaient éviter ça, les Anglais. Donc autant tuer Raspoutine, qui donnera plus de mauvais conseils au tsar. Yusupov, c'est un membre de la famille royale. Le gars, là, le député, pas du tout. Okay, donc on a tout intérêt, au mois d'août, à dire que la famille royale n'y est pour rien, alors qu'on sait qu'elle est mal barrée. Donc ça, c'est de la propagande, à mon avis, cette confidence dont on ne sait qui elle a fait. Peut-être ce fameux Pouechkiewicz qui se met en valeur, d'ailleurs, par l'occasion. On ne sait pas qui a fait cette confidence au journaliste du Figaro qui s'est bien gardé de donner l'identité. En tout cas, finalement, la prédiction de Raspoutine va se réaliser. Le 22 mars 1917, la famille impériale est arrêtée. Elle est mise en résidence surveillée dans une propriété du parc de Tsarskoye-Selo. La nuit qui suit, le cadavre de Raspoutine sera déterré et son corps brûlera pendant 6 heures. Ses cendres seront dispersées au vent. Est-ce qu'on a eu peur qu'il ressuscite une nouvelle fois? C'est dans jamais. Je pense que c'est plutôt que les bolcheviks ont préféré que sa tombe ne devienne pas un lieu de pèlerinage. C'est-on jamais aussi. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a eu l'enterrement. Ça s'est fait. Alors, il était enterré à côté d'une petite chapelle qui avait été construite récemment dans le parc impérial de Tsarskoye-Selo. Eh bien, écoutez, toute la famille royale était là, au grand complet, les grandes duchesses, le tsar et la tsarine, qui suivaient le cortège, petit cortège. Mais la femme de Raspoutine et ses enfants n'ont pas été conviés. Le tsar et la tsarine n'ont pas voulu que la famille soit là. C'est assez dur quand même. En tout cas, après la prise du pouvoir par les bolcheviks le 17 octobre 1917, les conditions de détention de la famille impériale vont se dégrader. On les a mis à Tsarskoye-Selo en résidence surveillée au départ, mais bon. Alors on va les envoyer où? On va les envoyer en Oural, à Ekaterinbourg, et les Romanov vont vivre là-bas, dans une villa qui est devenue célèbre, qu'on appelle la maison Ipatiev, et c'est là qu'ils vont être absolument sauvagement assassinés. Quand vous voyez l'état de la pièce, avec les balles dans le mur, enfin c'est de la mitrailleuse, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est une horreur. Vous voyez la photo, c'est horrible. Après ça, leurs corps vont être jetés dans une fosse creusée à la va-vite dans une forêt proche, forêt de Bouleau. Le reste ne seront retrouvés qu'en 1991. Les analyses ADN vont permettre d'identifier les ossements comme étant bien ceux des membres de la famille impériale. Et c'est grâce à une analyse ADN qu'on va trouver la solution et notamment résoudre le mystère Anastasia. Pourquoi? Et qui va être le maillon qui va permettre d'identifier les Romanov? Eh bien, c'est le prince Philippe d'Angleterre, le mari d'Elisabeth II, qui était un prince Battenberg. Mountbatten, c'est Battenberg. Ça veut dire la même chose en anglais, en allemand, c'est la même chose. Et en fait, il était, lui, ce prince, le petit-neveu de la tsarine, par sa grand-mère maternelle. Alors, c'est marrant parce que tous sont descendants, les deux, Elisabeth et son mari, sont descendants de Victoria, du coup. Et sont des cousins éloignés, mais voilà. Et c'est grâce au sang du prince Philippe, à l'analyse de... Et un truc extraordinaire va se passer. Les obsèques nationales vont être célébrées le 17 juillet 1998, 81 ans, jour pour jour après l'assassinat de la famille. Et c'est Boris Eltsine qui va ordonner cela et qui va s'incliner longuement devant le cercueil de la famille impériale, des derniers tsars de Russie. Et leurs dépouilles reposent aujourd'hui dans des caveaux de marbre de la cathédrale Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, où ils sont enterrés. Voici les caveaux de marbre. Et nombre de Russes vont venir s'incliner régulièrement. La Russie est redevenue croyante,
après la chute du mur. Vous avez peut-être vu que Poutine, à l'heure actuelle, ne trouve pas déplaisant que les services reviennent. Les services religieux, c'est plus du tout comme avant que le mur ne tombe. Hein,